Ah oui, bon, donc bonjour à tous. Donc attention parce que la séance est enregistrée. Vous pourrez retrouver le webinaire après sur YouTube hein, si il y avait des choses que vous n'avez pas bien suivies. Donc pour vous apporter les éléments de réponse, le gériatre Denis Corbobès va avoir le plaisir de présenter ce webinaire. C'est le 4e webinaire qu'on fait au sein de la résidence et avec le Nid des aidants. Voilà, donc je laisse la place à Monsieur Denis Cordobès, qui est notre médecin gériatre, qui va vous parler du sommeil et du stress. À tout à l'heure. Bonjour à tous, je vais mettre une présentation en partage qui nous permettra d'avoir une base documentaire. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous la voyez bien aussi. Voilà. Donc, le sommeil et le stress chez la personne âgée. Je vais reprendre des choses très simples pour avoir les idées claires et pour comprendre pourquoi la personne âgée n'a pas tout à fait le même sommeil que nous. Pour commencer, on peut dire que la nuit et le sommeil est quelque chose d'encore très particulier à comprendre. Ce qui est sûr, c'est que l'organisme se régénère et les connexions neuronales se créent et s'organisent et la mémoire se renforce lorsque le sommeil est de bonne qualité. A contrario, un mauvais sommeil diminue aussi bien les défenses immunitaires, mais aussi entraîne de la fatigue, des vertiges, des pertes d'attention et de concentration, et bien souvent chez nos personnes âgées aussi des prises de médicaments inappropriées, notamment des médicaments de type benzodiazépine pour dormir. Le cycle du sommeil, une nuit est faite de 4 à 6 cycles et chaque cycle dure 90 minutes à peu près. Ces cycles vont toujours se dérouler à peu près dans le même sens, c'est-à-dire qu'on commence par un sommeil lent léger qu'on appellera phase intermédiaire avec notamment la phase d'endormissement qui va conduire à un sommeil lent profond qui est vraiment une période primordiale pour la dite récupération. C'est là que la mémoire se consolide, c'est là que le corps se repose. Il y a à nouveau un sommeil lent léger qui est une phase intermédiaire qui cette fois-ci va amener vers un sommeil dit paradoxal. Paradoxal parce que c'est le moment des rêves, c'est le moment où le corps est totalement endormi, difficilement réveillable, mais qui associe aussi des signes de mouvement du corps et des mouvements des yeux. À savoir que le sommeil lent profond, qui est donc celui de la récupération, dans la première moitié du sommeil, il est particulièrement riche et c'est là que l'on dort le mieux, c'est plutôt en début de nuit. On parle souvent de l'hygiène de vie, mais qui est primordiale pour avoir un bon sommeil. On a une horloge biologique, il faut s'en servir, donc essayer de se coucher à des horaires réguliers permet vraiment au corps d'apprendre à reconnaître ces signes de fatigue pour aller se coucher au bon moment et pour reprendre 2 diapos avant, de prendre le petit train du sommeil au bon moment. Avoir une activité physique dès le matin, des sorties en extérieur pour profiter de la luminosité, c'est très important pour être bien calé le jour et la nuit. Souvent, nos personnes âgées sont décalées et ont plutôt tendance à être plutôt stressées, angoissées au tomber de la nuit, plutôt ne pas dormir la nuit et donc de se reposer la journée. Et généralement, on tombe dans un décalage qui est très néfaste et très stressant. Les siestes peuvent être intéressantes, mais en se fixant vraiment une limite de 20 minutes maximale pour ne pas rentrer justement en sommeil profond et pour ne pas se casser son sommeil pour la nuit suivante. Le soir arrivant, la nuit arrivant, les activités relaxantes sont plutôt conseillées le soir. Éviter les excitants après 16 heures. Ce que j'appellerais excitant, ça peut être le café, le thé, de l'exercice physique trop intense, mais aussi l'alcool qui est un excitant et qui casse aussi les cycles du sommeil. On évite les écrans. Les écrans sont source de forte luminosité et donc plutôt de stimulation du cerveau et donc on ne trouve pas l'endormissement. La température de la chambre est importante. Il faudrait plutôt qu'elle soit vers 18-19 degrés. Le corps a besoin de rafraîchir son corps et notamment sa tête, sa nuque pour pouvoir retrouver le sommeil et bien évidemment un lit confortable. Ça peut se résumer rapidement
sur ce schéma où on préconise donc, pour revenir, des levées, des couchers à heures régulières, une activité physique avec une luminosité adaptée la journée. Ce qu'il y a en plus, c'est aussi maintenir une vie sociale. C'est très important de maintenir une vie sociale en plus de l'activité physique. Ça peut être les deux clés importantes pour le bien vieillir, c'est l'activité physique et le lien social. Les traitements, on en a parlé, ce n'est pas l'ordre du jour, mais beaucoup de traitements sont facilement donnés et prescrits à des personnes âgées qui sont parfois elles-mêmes aussi très demandeuses, mais il faut savoir les utiliser et souvent les utiliser sur de courtes échéances pour aider à passer une période difficile, mais il ne faudrait pas que ce soit sur des années. Ensuite, éviter aussi les repas trop riches ou bien trop légers le soir. Trop riche, ça va être difficile à digérer, ça peut faire des reflux. Et trop léger, à l'inverse, ça peut donner, voire même des hypoglycémies au petit matin. Les excitants, nous en avons parlé, ainsi que les écrans. Pour continuer, la diapositive suivante. Hop. La personne âgée a un sommeil différent au fur et à mesure du vieillissement, de par déjà la vie sociale de la personne âgée, elle se couche très souvent plus tôt. Et en se couchant plus tôt, parce qu'on a moins de choses à faire, parce qu'on n'a pas de vie professionnelle, eh bien, les réveils se font en conséquence aussi plus tôt. Et très souvent, des résidents peuvent dire, écoutez, je me suis levé très tôt, 4 heures, 5 heures du matin, j'ai passé une mauvaise nuit. Et en discutant et en refaisant un peu l'anamnèse de la soirée, eh ben, on se rend compte que la personne s'est couchée et s'est endormie à 20 heures. Finalement, le temps de sommeil a été plutôt respecté, mais on se décale au fur et à mesure et on a cette mauvaise sensation d'avoir passé une mauvaise nuit et de s'être levé trop tôt. Et finalement, trop tôt, ça veut dire aussi en dehors des autres, en attendant un petit déjeuner qui va venir 3 ou 4 heures plus tard. Et donc, encore une fois, un sentiment de stress et d'angoisse. Les nuits aussi se fragmentent. Ils sont souvent interrompus de plusieurs réveils nocturnes. D'une part parce que le sommeil est plus fragile et aussi souvent on a des problèmes de miction chez l'homme comme chez la femme qui réveillent facilement et l'endormissement va être à la fois rallongé mais va être plus compliqué pendant ces phases de réveil nocturne. Les cycles mêmes du sommeil dont on parlait tout à l'heure sont aussi souvent modifiés avec des éveils donc plus fréquents et surtout un sommeil profond. Rappelez-vous, le sommeil profond, c'est celui qui permet d'avoir une bonne récupération physique et aussi une bonne récupération et une stabilisation de la mémoire. Ce sommeil profond se raccourcit avec l'âge. Et l'accroissement des siestes se fait au détriment du sommeil nocturne. Donc, on se disait tout à l'heure des siestes de 20 minutes. Et c'est vrai que souvent, les siestes peuvent faire 2 à 3 heures. Et donc, dès qu'on rentre dans un sommeil profond, on sait qu'on va se casser les premiers cycles. Et donc, le sommeil va être par là même moins réparateur pour nos personnes âgées. Le stress chez la personne âgée, je ne l'ai pas développé parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, mais je vais insister sur le stress finalement de la personne âgée dû au vieillissement. C'est peut-être pas très rigolo, mais voilà. Quand on vieillit, on peut se sentir en baisse de ses performances cognitives ou physiques. On peut avoir des angoisses de mort parce qu'on a connu des deuils, des angoisses de séparation aussi. Et souvent, et c'est là où on va pouvoir être efficace, c'est avoir un environnement adapté, un environnement où notre corps va pouvoir facilement se déplacer et trouver ses repères et aussi trouver une place dans la nouvelle société qui peut être pour ma part l'EHPAD et donc avoir des choses à faire, avoir un but, avoir un accompagnement. Et c'est tout là l'enjeu de se ressentir utile alors qu'on a parfois perdu ses proches, perdu une activité professionnelle. Donc, il faut retrouver d'autres buts. Donc, prendre la main sur sa santé, c'est grâce à tous mes intervenants, collègues suivants qui vont en parler, se donner des buts, prendre soin de son corps, de son psychisme, se valoriser et être stimulé. Ça peut être donc le massage, la nutrition, la kinésithérapie, le toucher, la méditation, la relaxation.
et mes collègues vont pouvoir vous en parler et pas plus tard que tout de suite. Je vous remercie de m'avoir écouté et je laisse la parole donc à Stéphanie Vatinos. Merci beaucoup. Eh bien, super. Bon, bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie, je suis diététicienne pour Saveur-et-Vie, qui est une société de portage de repas à domicile à destination des seniors et des personnes en perte d'autonomie. Et aujourd'hui, on va parler équilibre alimentaire. Alors, selon Hippocrate, que ton aliment soit ton seul médicament, c'est une règle qui avait été édictée. Les anciens avaient déjà saisi l'importance d'une bonne alimentation pour avoir une bonne santé. Voilà. Donc, j'ai l'habitude de faire une analogie entre le corps humain et l'automobile. On dit souvent que pour qu'une voiture avance, il faut mettre du carburant dedans. Le corps humain, c'est pareil, mais il ne faut pas n'importe quoi. Il faut mettre la bonne quantité, mais également un carburant qui permette de faire avancer la voiture. En l'occurrence, si on met de l'huile d'olive dans le réservoir, ça ne va pas fonctionner. Le corps humain, c'est pareil. Non seulement il faut apporter des nutriments pour son bon fonctionnement, mais pas n'importe lesquels et pas en n'importe quelle quantité. C'est ce que nous allons développer un petit peu aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'un nutriment? Vous en avez sans doute déjà entendu parler. On parle de protéines, de glucides, de lipides, et puis on entend parler également des vitamines, des minéraux et oligo-éléments. On va faire le point en détaillant les différentes familles d'aliments, savoir ce qu'on y trouve et ce que ça va nous apporter. Alors, est-ce que vous connaissez les différents groupes d'aliments? Je pense que vous avez déjà une idée assez précise, mais est-ce que vous savez réellement ce que ça vous apporte? Alors, on va commencer par les fruits et légumes, sachant que vous avez certainement entendu ce message peut-être un petit peu entêtant dans les médias qu'il fallait manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Alors, pourquoi? Parce que les fruits et légumes vont avoir de nombreux bénéfices. En effet, ils vous apportent des fibres. À quoi servent les fibres? Notamment à réguler le transit. Quand on a un transit qui est un petit peu rapide ou au contraire un petit peu lent, ça permet d'absorber des fibres, permet justement de réguler le transit. De la même manière, c'est une famille d'aliments qui est gorgée d'eau. Donc, ça contribue à l'hydratation au quotidien. Notre corps, pour fonctionner correctement, a besoin d'une certaine quantité d'eau, mais cela peut également, dans des périodes de forte chaleur, comme on a l'habitude de rencontrer de plus en plus en été, de contribuer à cette hydratation. De plus, on trouve aussi des vitamines, des minéraux, antioxydants dans cette famille des fruits et légumes. Alors, je ferai une toute petite parenthèse sur les recommandations par rapport aux vitamines. Sachez qu'on recommande en général sur les 5 portions de fruits et légumes par jour d'absorber des fruits et légumes crus plusieurs fois. Pourquoi? Parce que selon le mode de préparation de cuisson, on va perdre un certain nombre de vitamines et c'est pour ça qu'il est important de les consommer en crudité au moins 2 fois par jour pour avoir tous les bénéfices de cette famille. Je rajouterai également pour mémoire que pour les personnes qui ont des maladies chroniques, par exemple, ça peut être un diabète ou un taux de cholestérol assez important, un bon apport de fibres contribue à réguler la glycémie, par exemple, pour quelqu'un qui est diabétique, ou bien à faire baisser ce qu'on va appeler le mauvais cholestérol dans le sang. Donc ça, c'était la première famille, des fruits et légumes. On peut ajouter aussi que dans les fruits, on va trouver des glucides, c'est-à-dire des sucres relativement simples qui vont nous servir pour l'énergie de la journée. Voilà, par exemple, quand on a besoin de faire un effort physique, rapidement, on peut manger un fruit et ça va nous apporter un petit peu de carburant. Je passe à la deuxième famille qui est celle des pains, céréales complets, pommes de terre et légumineuses. Tout ça, c'était plutôt connu sous le nom de féculents. Alors ça, c'est la catégorie principale de notre énergie. L'énergie, alors qui va être un petit peu différente de celle que j'ai abordée juste avant, on va parler de glucides complexes. Pourquoi? Parce que leur forme moléculaire, qui va ressembler un petit peu à un collier de perles, va permettre au corps de les mettre en réserve
et de les libérer au moment où on en a besoin dans la journée. Par exemple, si ce matin au petit-déj, on a mangé une tartine de pain, le corps va avoir intégré ces glucides et va pouvoir les ressortir au moment, et les mobiliser au moment où on va avoir besoin de cette énergie pour courir après notre bus parce qu'on est un petit peu en retard. Donc qu'est-ce qu'on y trouve dans cette famille des féculents? On va y trouver le pain, les céréales, mais aussi les pâtes, le riz, les semoules. Et on va également y adjoindre tout ce qui est légumineuses. Les légumineuses, alors souvent sont des végétaux, néanmoins au niveau nutritionnel, ils vont se rapprocher de la famille des féculents, sachant qu'en plus, ils sont gorgés de fibres également. Donc, le programme national nutrition santé recommande de consommer des féculents pour l'énergie de notre journée 1 à 2 fois par jour, selon les goûts. Alors, si on continue, on a la grande famille du lait et des produits laitiers. Donc, on va avoir évidemment le lait, le yaourt, tous les fromages, les petits suisses, etc. Pour la population des seniors, cette famille est très, très importante. Pourquoi? Parce qu'elle contient le minéral qui est le plus présent dans le corps humain, qui est le calcium. Et ce calcium, il va vous aider à avoir des os solides et rigides. Il est également très important pour tout ce qui est émail des dents. On conseille également de varier vos produits laitiers et vos fromages parce que les taux de calcium selon les aliments que vous allez absorber ne sont pas les mêmes. Le calcium fonctionne en binôme avec la vitamine D qui permet sa fixation en fait sur les os. La vitamine D, il y en a peu dans l'alimentation, vous en avez un petit peu dans le beurre et dans certains poissons gras. Néanmoins, c'est une vitamine qu'on va pouvoir synthétiser en profitant des rayons du soleil. Malheureusement, sous nos contrées européennes, beaucoup de gens sont en carence de vitamine D et souvent, quand on va chez le médecin, on nous donne une petite ampoule qui permet d'avoir un taux suffisant de vitamine D pour avoir une bonne fixation du calcium sur les os. Avoir un bon taux de calcium, enfin un bon apport de calcium évite également la survenue de maladies du type ostéoporose. Quand on prend de l'âge, il y a certains métabolismes qui vont se dérégler un petit peu et voilà, c'est important d'apporter au corps ce dont il a besoin. Si vous ne pouvez pas manger ou si vous n'aimez pas le lait et les produits laitiers, il y a également d'autres sources de calcium dans l'alimentation. Certains légumes en sont remplis, mais vous allez avoir par exemple des fruits secs comme les amandes qui sont gorgées de calcium, mais choisir son eau en bouteille permet aussi d'avoir un apport supplémentaire si on ne mange pas de lait et de produits laitiers. À noter que les produits laitiers sont également un bon apport de protéines. Donc, les protéines servent au renouvellement cellulaire. Par exemple, au moment où je vous parle, il y a toute une quantité de petites cellules qui sont en train de mourir sur mon corps. Je perds des cheveux, je perds des cellules de la peau, je me suis éraflée. Et bien, il y a de nouvelles cellules qui vont permettre de remplacer celles qui tombent, de réparer la petite éraflure qu'on a faite. C'est ça le renouvellement cellulaire. Et les protéines jouent un rôle très important dans ce renouvellement cellulaire. Donc, la famille du lait et des produits laitiers contient des protéines. Pour les personnes âgées, un bon apport en protéines permet également de lutter contre la sarcopénie et aussi de prévenir la dénutrition. Alors, ça m'invite à passer au groupe suivant, qui est celui de la viande, poisson, œufs et produits de la pêche, dont j'allais dire, la principale caractéristique est d'être une source de protéines de bonne qualité. De la même manière, mon conseil serait de pouvoir varier ces sources de protéines, manger un petit peu d'œuf, un petit peu de poisson, du saumon, et puis du thon, et puis une côte d'agneau, et un steak haché, et du poulet. Tout ça ne va pas apporter ni la même dose de protéines, ni même les petits acides aminés qui sont au nombre de 9 et qui sont contenus dans les protéines et que le corps ne sait pas synthétiser, qui vont être amenés exclusivement par l'alimentation. Ces acides aminés ne sont pas présents
dans les mêmes quantités en fonction de la viande ou du poisson que vous allez manger. C'est pour ça que consommer des viandes différentes, des poissons différents, ainsi que des œufs, permet d'avoir un apport relativement régulier au niveau de ces acides aminés. Pour mémoire, on trouve aussi des protéines dans les légumineuses qui sont d'origine végétale, mais elles ne sont pas absorbées de la même manière par le corps. Voilà. Sinon, j'ajouterais également que les poissons gras du type saumon, maquereau, hareng sont pleins de ce qu'on peut appeler bonne graisse et qui permettent de protéger contre les maladies vasculaires si on en consomme assez régulièrement. Alors là, on a vu les familles d'aliments qu'il faut consommer quasiment quotidiennement. Là, on arrive vers deux familles qui sont à consommer, mais avec modération. La première, ce sont les matières grasses ajoutées. Alors, l'avantage de cette famille-là, c'est qu'elle apporte beaucoup d'énergie, des vitamines et des acides gras qui sont nécessaires, contrairement aux idées reçues, au fonctionnement de notre corps humain. D'ailleurs, pour info, par exemple, toutes nos petites cellules du cerveau sont entourées d'une petite couche de graisse. Donc, il faut bien renouveler cette graisse, mais pas n'importe comment. On va donc choisir nos modes de cuisson, on va choisir nos assaisonnements. Par exemple, on va préférer faire revenir des légumes dans de l'huile d'olive. On va au contraire utiliser l'huile de colza dans des salades parce que si on la fait cuire, ces lipides vont se dégrader et là, on va générer ce qu'on peut appeler du mauvais cholestérol, celui qui va encrasser un petit peu les artères et réduire la lumière de vos artères en s'accumulant et en empêchant le sang de circuler correctement. Voilà, donc à consommer avec modération. La deuxième famille, qui est un petit peu la famille du plaisir, ce sont les produits sucrés. Ils n'ont absolument aucun intérêt nutritionnel, néanmoins, ils servent pour le plaisir. Et c'est important d'avoir un petit peu de plaisir quotidiennement. Ça peut être un bout de chocolat avec son café, ça peut être un petit peu de confiture le matin sur sa tartine. Enfin voilà, ce sont, j'allais dire, ce qu'on appelle des calories vides ou qui vont servir… en fait, cette énergie, contrairement à celle qu'on a vue dans les glucides des féculents, est utilisable tout de suite. Parce que si on ne l'utilise pas tout de suite lors d'un effort physique, elle va, par un procédé un petit peu pervers, se transformer en bulles de graisse et s'agglomérer aux endroits qu'on n'aime pas trop voir. Voilà. Donc, des produits sucrés, oui, pourquoi pas, de temps en temps. Et le mieux, c'est de les manger dans notre bol alimentaire. C'est-à-dire, par exemple, à la fin d'un repas où on a mangé équilibré avec une source de protéines, avec des fibres. Si on noie ces petits produits sucrés dans notre bol alimentaire rempli de fibres, il va beaucoup mieux passer que si on le mange à distance des repas où là, ça va créer un pic de glycémie et des petites cellules graisseuses. Alors, il est bien sûr très important de bien s'hydrater. On considère qu'il faut environ entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour. Ça correspond à peu près à 8 verres, mais il n'y a pas que l'eau. Il y a également les tisanes, toutes les boissons aromatiques, comme le thé et le café, pareil avec modération, puisqu'on a parlé tout à l'heure des excitants qui peuvent jouer sur le sommeil. Quant au sel, alors c'est un exhausteur de goût, ça permet de relever un petit peu les plats, tout comme les épices ou des herbes aromatiques. Néanmoins, il ne faut pas en abuser. Voilà, c'est un petit peu comme tout. On peut manger un petit peu de tout, mais sans en abuser. Si je résume, qu'est-ce que l'équilibre alimentaire? Alors, c'est manger les aliments des 4 familles qu'on a détaillées juste avant et limiter ceux des dernières familles, le gras et les aliments sucrés. C'est adapter sa fréquence et la quantité des éléments. Par exemple, les fruits et légumes, comme vous le savez, c'est au moins 5 portions par jour. Attention, ce n'est pas 5 fruits différents parce que des fois on me dit j'ai mangé une ratatouille, c'est mes 5 fruits et légumes par jour. Non, bien sûr, ce sont 5 portions de fruits et légumes par jour. Les féculents qui nous apportent de l'énergie à chaque repas, un petit peu en fonction de l'appétit. Viande, poisson, œufs, 1 à 2 fois par jour pour notre source de protéines. Et les produits laitiers pour le calcium, également les protéines, 2 à 3 fois par jour.
Sachez que l'équilibre alimentaire ne se fait pas sur un repas, qu'il ne faut pas culpabiliser parce qu'on a mangé, on a bu l'apéritif, on a mangé la raclette et le brownie en chocolat en dessert, peu importe, puisque l'équilibre alimentaire ne se fait ni sur le repas, ni sur la journée, mais bien sur la semaine. Il s'agit de, peut-être, quand on a un petit peu abusé, de manger un petit peu plus léger les jours suivants. Sachez également que la nature est très injuste et que tous les métabolismes sont différents. Nous n'allons pas réagir de la même manière que notre voisin. Les choses vont changer également en fonction de l'âge, de l'appétit, de la saison, du fait qu'on soit un homme, une femme, un enfant, notre activité physique, les maladies chroniques. Voilà, nous ne sommes absolument pas égaux par rapport à notre métabolisme. Donc, en pratique, le déjeuner et le dîner, pour être équilibrés, doivent être composés d'une portion de légumes, pour les fibres, les vitamines, comme on l'a évoqué tout à l'heure, d'une portion de viande, poisson, œuf, avec un petit peu de féculents selon l'envie, d'un produit laitier, d'un fruit à dessert et de l'eau à volonté, puisque c'est la seule boisson obligatoire. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de repas équilibrés. On a nos tomates et nos haricots pour la portion de fibres. Au niveau des féculents, on a quelques pommes de terre. Pour les protéines, on a la viande, le produit laitier également pour les protéines, mais aussi pour le calcium, et un fruit en dessert. De la même manière, vous pouvez manger des crêpes. On a notre féculent, enfin produit céréalier dans la pâte à crêpes, les protéines avec l'œuf, le jambon, le fromage, etc., etc. Vous l'avez compris, il y a 10 000 manières d'équilibrer un repas à partir du moment où on a au moins un aliment de chaque famille. Alors, évoquons quelques instants le petit déjeuner. Pour être équilibré, il nous faut un produit céréalier. Le produit céréalier, ça peut être du muesli, ça peut être une crêpe, ça peut être des tartines. On va y adjoindre un produit laitier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la source de calcium, pour les protéines, un fruit pour les vitamines et un petit peu d'énergie, ainsi qu'une boisson. Ben oui, parce qu'il faut rompre le jeûne de la nuit. En effet, le corps n'a pas eu d'énergie depuis la veille au soir et pourtant il en dépense. Rien qu'en maintenant notre température, notre cerveau rêve, on digère, etc. Il faut réapprovisionner notre organisme. Donc, il est important de prendre un petit déj le matin et composer comme il suit pour avoir des apports optimaux. Voilà. Hop, donc, je vous ai noté quelques exemples de petits déjeuners équilibrés. Vous voyez sur la première diapo qu'on a des fruits, on a une boisson, on a le produit laitier avec le fromage blanc et également les petites tartines sur le côté. On a tout ce qu'il faut pour l'énergie, pour les vitamines et pour l'hydratation. Voilà, je vous laisse juste regarder un petit peu. Et de la même manière, il y a des centaines de manières d'équilibrer son petit déjeuner pour apporter le maximum de choses et passer une bonne journée, d'avoir toute l'énergie nécessaire pour continuer jusqu'au repas de midi. Il est possible, mais pas obligatoire, de prendre une collation ou un goûter pour avoir le meilleur apport possible. Il suffit de piocher 2 aliments des 3 catégories suivantes, soit produits laitiers, céréaliers et fruits. Ça laisse également des tas de combinaisons. Par exemple, si on prend un produit laitier et un céréalier, ça peut être un yaourt avec un petit spéculoos si on a envie. On peut prendre un produit céréalier et un fruit, ça peut être une tartine avec une banane, ou un produit laitier et un fruit, ça peut être notre petit fromage blanc avec une compote ou des amandes qu'on va grignoter. Je vous ai mis quelques exemples de pauses de collation ou de goûter équilibré. Alors, gardez bien en mémoire qu'en pratique, le mieux, c'est d'avoir 3 repas variés et équilibrés par jour au calme, parce qu'on mange mieux si on n'est pas perturbé par un écran, parce qu'on digère mieux, la satiété vient plus rapidement quand on a le temps de se poser et qu'on n'est pas perturbé au moment de manger, qu'il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, qu'on conseille aussi 30 minutes d'activité physique, de manger à heure fixe pour une bonne répartition des apports, qu'il ne faut pas sauter de repas parce que le corps s'en souvient, il fait des réserves, et éviter de grignoter entre les repas. Merci de votre attention. Je vais passer la main à Julie. C'est ça.
Eh bien, bonjour à tous, je me présente, donc je suis mademoiselle Dreux-Julie, je suis masseur kinésithérapeute au sein de Helena Santé dans la résidence Asphodia hier. Et puis, j'ai aussi un cabinet libéral l'après-midi. Et donc, du coup, je vais vous parler un peu de la massokinésithérapie comme thérapie non médicamenteuse. C'est une thérapie par le mouvement. On va définir un petit peu quelques termes. Dans le mot kinésithérapie, vous avez le mot kinésis qui veut dire mouvement. Donc la kinésithérapie, si on définit bien, ça se traduit par soigner par le mouvement. Quand on parle de mouvement, on fait tout de suite référence à l'activité physique. Donc l'activité physique, c'est tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques, entraînant une dépense d'énergie supérieure à celle du repos. Donc en gros, toutes les activités qu'on peut faire supérieures à la marche. Aujourd'hui, on va parler des seniors, donc on va définir un petit peu ce que c'est une personne âgée. Donc une personne âgée, selon LMS, c'est une personne ayant plus de 65 ans. Donc désolé pour ceux qui ont plus de 65 ans aujourd'hui. Donc vous faites partie des personnes âgées. Donc ensuite, on va parler aussi du vieillissement. Le vieillissement, c'est l'ensemble des processus physiologiques et psychologiques qui modifient la structure et les fonctions de l'organisme sous l'action du temps. On va dire, je vous rassure, puisque nous vieillissons à partir de 25 ans. Donc, je vieillis aussi, j'ai 34 ans, je suis vieille, ça y est. Donc, nous avons le vieillissement, donc plusieurs sortes de vieillissement. On a le vieillissement anatomique. On a donc en gros, c'est toutes nos cellules et tissus de soutien, la composition corporelle en eau, donc une baisse de l'eau corporelle totale, une baisse de la masse graisse, de la masse maigre, musculaire et osseuse, une augmentation de la masse grasse par contre, hein, désolé, mais oui, effectivement, quand on vieillit, on prend un peu plus de graisse. Et puis, le poids des organes aussi diminue. On a aussi le vieillissement morphologique. Alors, le vieillissement morphologique, on a une diminution de la stature, donc un affaiblissement de la voûte plantaire, l'exagération des courbures physiologiques. Hein. Souvent, on va venir se tasser un petit peu, avoir une syphose thoracique un peu plus prononcée pour certains. On va avoir de l'arthrose intervertébrale, mais pas que. Hein. On peut en avoir un peu partout dans le corps, là où se situent les articulations en général. Et puis, en moyenne, on perd 4 cm pour la femme et 3 cm chez l'homme lorsqu'on vieillit. On a aussi un vieillissement fonctionnel. Donc, on a une diminution des performances physiques, donc une force musculaire et une activité physique en baisse. On a aussi l'apparition d'essoufflement, plus la fatigabilité à l'effort. On a la mise en place des raideurs articulaires, musculo-tendineuses et ligamentaires. Ça aussi, je vous rassure, c'est pas forcément que pour les personnes âgées. Hein. Ça peut être aussi des personnes jeunes, mais qui n'ont peut-être pas une activité physique régulière et donc du coup qui ont tendance à s'enraidir quand même. Donc, on a un rachis cervical et thoracique lombaire, raide, des épaules, des hanches, des genoux, des chevilles. On a du mal à s'accroupir, on a du mal à s'abaisser. Voilà, tout ça confère à une déminéralisation osseuse. On a aussi un déficit sensoriel, une diminution de la sensibilité proprioceptive plantaire. Donc ça vous permet de ressentir ce qui se passe sous la plante des pieds. Donc quand vous marchez, quand on vieillit, on a une diminution de cette sensibilité. On ne ressent plus les éléments comme avant. C'est un peu moins sensible. Et puis, on a un déficit sensoriel oculaire, hein, bien évidemment, on perd un petit peu de la vue. Et vestibulaire, c'est les circuits d'équilibre, ce sont les circuits de l'oreille interne. Souvent, il y a peut-être des personnes qui font des vertiges positionnels. Dès que vous bougez la tête, vous avez les vertiges. Ça fait partie justement de cette déficience au niveau de l'oreille interne. Donc, tout ça, tout ce vieillissement contribue tout simplement à de l'instabilité posturale et malheureusement des chutes chez les seniors. Hein. Peut-être que je ne sais pas quel est l'âge moyenne des personnes présentes sur ce webinaire, mais peut-être que certains d'entre vous ont déjà chuté d'ailleurs. Donc voilà, on a une instabilité posturale, on a l'apparition des douleurs. Hein. Au fur et à mesure qu'on vieillit, on a mal au dos, on a mal aux épaules, on a de l'arthrose qui s'installe. Et puis, on a forcément une diminution de l'autonomie, voire une dépendance pour certaines personnes. Donc,
Eh ben, on a forcément un retentissement psychologique lorsqu'on vient à devenir un tout petit peu plus dépendant ou en tout cas moins performant qu'une personne plus jeune et plus dynamique. Et donc, eh bien, on a l'apparition d'un syndrome régressif, donc on a une démotivation. Lorsque, par exemple, vous commencez à faire un effort, vous vous essoufflez, vous commencez un peu à avoir mal au dos parce que vous avez, je ne sais pas, monté une côte, par exemple, vous avez marché rapidement. Voilà, tout ça, ça peut donc démotiver une personne en se disant, oh là là, la dernière fois, j'ai marché 50 mètres, j'étais essoufflée, j'en pouvais plus. Donc, du coup, je me suis posée. Voilà, et puis donc on a une spirale en fait de déconditionnement qui se met en route. Moins vous en faites et lorsque vous commencez à faire une petite activité un peu plus supérieure à ce que vous avez l'habitude de faire, bah forcément ça va déclencher des douleurs, ça va déclencher un essoufflement, ça va déclencher une fatigue et donc du coup les gens ont tendance justement à dire ah bah non parce que dès que je bouge ça y est je commence à avoir mal partout, j'en peux plus donc je vais rester à rien faire. Je suis bien quand je fais rien. Donc, sauf ça que c'est une erreur. Il faut toujours bouger. Donc, on va privilégier l'importance de l'activité physique chez la personne âgée ou non. Ça peut être aussi pour les jeunes. Et donc, on va se mettre en mouvement pour ralentir le processus de vieillissement. Alors, on va parler un petit peu de la physiothérapie. Aujourd'hui, moi, je suis masseur kinésithérapeute. Globalement, on est quand même une branche de la médecine qui soigne les personnes sans médicaments. Quand vous allez voir un kinésithérapeute, il ne va pas vous donner une prescription médicale, il va surtout vous donner des exercices, il va vous masser, il va faire un diagnostic. Et donc, en fonction de ce diagnostic, il établit une prise en charge. Et donc, du coup, on va parler donc, de ces trois axes principaux que propose la médecine, que propose la massokinésithérapie. Et donc, le premier axe, c'est la rééducation. Donc, souvent, quand vous allez, alors soit ça peut être, vous vous êtes fait opérer, donc vous allez dans un centre de rééducation, soit vous allez voir votre kiné. Souvent, je pense que certains d'entre vous ont dû aller voir un cabinet de kiné parce que vous aviez mal à l'épaule ou autre. Souvent, c'est le dos. Les maux du siècle sont les douleurs de dos. Et donc, du coup, on va vous proposer justement une prise en charge. Et donc, dans la rééducation, vous avez les massages. Alors, souvent, les gens se plaignent parce que les kinés ne massent plus. C'est faux, tous les kinés ne massent pas. Oui, c'est vrai, certes, mais moi, je masse. Et donc, c'est important. C'est important de masser puisque vous détendez les muscles, vous enlevez les pressions, vous enlevez les tensions musculaires. Et puis, ça permet également de décontracter le corps et puis de se sentir mieux dans l'esprit. Donc, voilà, ça relâche les tensions physiques et psychiques en même temps. Donc, le massage est quand même très important pour les personnes parce que ça fait du bien au corps déjà et puis ça fait du bien au psychisme. On a d'ailleurs cette notion de toucher massage que vous allez avoir avec Delphine, c'est ça, voilà, qui est très intéressante pour les personnes âgées et autres. Et puis, nous avons aussi la cryothérapie. Alors souvent, d'ailleurs, quand vous allez voir un kiné, la première chose qu'ils vous mettent, c'est des électrodes. Les petites électrodes. Alors oui, les électrodes, ça fonctionne, effectivement, mais pas toutes les doses, quoi. Il faut quand même avoir d'autres thérapies. Mais oui, la cryothérapie, donc les compresses chaudes, les compresses froides, l'électrothérapie à visée sédative, souvent on appelle ça les TENS. Ça vous permet de diminuer la douleur vraiment sur le qui-vive, mais le problème c'est que ça revient. Et puis après, vous avez tout ce qui est mobilisation active et passive. Alors, vous venez pour une épaule, vous venez pour un dos. On va justement mobiliser les articulations puisqu'elles ont perdu de leur souplesse. Elles ont perdu de leur amplitude et donc, nous, on va viser justement à récupérer toutes les amplitudes de la personne. Une articulation qui est bien mobile, c'est une articulation qui se déverrouille bien et donc, du coup, qui n'a pas de douleur. Souvent, les douleurs, elles sont dues à un manque de mobilisation. Une épaule, par exemple, vous allez la bouger vraiment en circonduction, elle fait 360 degrés et les personnes qui n'utilisent pas réellement toute l'amplitude, il y a un moment donné où les capsules articulaires, elles vont se rétracter, il va y avoir les tendons, ils vont avoir une moins bonne souplesse. Voilà, donc du coup, on va viser à entretenir toutes les articulations dans leur amplitude.
On a aussi l'éducation posturale. On fera une petite vidéo sur la méthode Feldenkrais qui est plutôt pas mal pour les personnes âgées, même non, en général je parle de personnes âgées parce qu'on est chez les seniors là, mais ça peut être très bien pour les jeunes, même les enfants. Vous avez aussi donc le renforcement musculaire. Souvent, quand on est chez le kiné nous donne des exercices à faire. En général, c'est pas pour rien qu'on vous donne des exercices, donc faut les faire. Donc voilà, donc ça vous permet de retrouver en fait le mouvement, la mobilité, et justement de retrouver ce mouvement et cette mobilité va vous enlever ces douleurs que vous ressentez souvent pour une sciatique, une arthrose cervicale, voilà. Globalement, c'est ce qu'on a. Et puis, très important aussi, c'est la proprioception. Alors, la proprioception, vous pouvez la travailler pour tout. C'est-à-dire que pour les sportifs, pour les enfants, pour ceux qui font des entorses à répétition, pour ceux qui ont un problème, par exemple, de position de membres dans l'espace. On va travailler la sensibilité. Donc, on travaille la sensibilité externe. Donc, tout ce qui est, je sais pas moi, ça peut être reconnaissance d'une matière spécifique, ça peut être de la moquette, ça peut être une balle piquante, etc. Donc, sous la plante des pieds, au niveau des mains, ou alors de la partie du corps qui nécessite d'avoir un travail sur la sensibilité. Et tout ça, ça permet de travailler vos récepteurs cutanés. Et les récepteurs cutanés, globalement, ils vous permettent de maintenir votre posture correctement. C'est-à-dire que si je lève le bras droit, par exemple, je ferme mes yeux, je sais que mon bras droit est levé. Il y a des personnes qui vont justement avoir un déficit de cette sensibilité-là, qu'on appelle sensibilité profonde, et donc qui nous empêche justement pour les personnes de dire tiens, là je suis debout, là je marche, là je suis assis, là je lève mon pied. Donc il y a des personnes qui par rapport à des pathologies certaines ou alors par rapport au vieillissement ont justement cette petite perte de sensibilité qui est très importante pour tout simplement les fonctions quotidiennes de vie, la marche, prendre un objet, etc. S'ils n'ont pas cette proprioception et cette sensibilité profonde, ça peut affecter leur autonomie. Voilà, globalement, je crois que j'ai assez parlé. Pour la réadaptation, la réadaptation sert à aider un enfant, un adulte ou une personne âgée à être aussi indépendant que possible dans les activités quotidiennes et lui permet de pouvoir étudier, travailler, avoir des loisirs et assurer des rôles importants dans la vie comme s'occuper de sa famille. Souvent, quand vous allez voir le kiné, que ce soit en cabinet ou en centre, on fait une réadaptation de l'environnement. Par exemple, une personne qui a eu une pathologie quelconque, un AVC par exemple, on va lui apprendre à améliorer la parole, à améliorer le langage, à améliorer la communication d'une personne après une lésion cérébrale. On peut améliorer aussi l'environnement de la personne. Chez une personne âgée, il y a tout un système qui est mis en place avec les ergothérapeutes souvent qui étudient l'environnement de la personne et qui disent voilà, là on peut améliorer cet environnement. Souvent ce sont les salles de bain. Donc, des salles de bain qui ne sont pas adaptées, on va pratiquer, par exemple, on va changer totalement la disposition de la salle de bain, on va mettre une douche, on va mettre, je sais pas, une barre d'appui pour qu'elle puisse se lever, une chaise dans la douche pour s'asseoir, etc. Donc, c'est toutes les choses qui vous permettent de faciliter la vie quotidienne des gens sans que ce soit médicamenteux. Et puis la réinsertion, pareil, la réinsertion, c'est dans la vie quotidienne, que les gens puissent reprendre une vie quotidienne et leurs activités dans une autonomie certaine. Donc, finalement, la physiothérapie et donc la thérapie par le mouvement améliore la santé mentale et physique, elle entretient les capacités physiques, la qualité de vie et favorise le retour des gestes fonctionnels quotidiens. C'est-à-dire que quand le kiné il a bien fait son boulot, globalement, vous ne devriez plus avoir de douleur et vous rentrez chez vous tranquille. Voilà. Et donc, les activités, pour les activités non médicamenteuses, je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, là, c'est bon. Donc, souvent, c'est ce que je fais en EHPAD. C'est ce que je propose aux personnes âgées. C'est souvent des parcours de motricité avec des passages d'obstacles, des slaloms, de l'équilibre statique sur sol dur et mou,
des jeux de lancer-visée, de la coordination, la marche sur une ligne, l'équilibre avec des stabilisations extrinsèques, intrinsèques. Extrinsèque, ça veut dire que par exemple, je vais lancer une balle à la personne, il va falloir qu'elle récupère cette balle, mais qu'elle garde son équilibre. Et intrinsèque, c'est elle qui va venir bouger et se déstabiliser elle-même. Le travail de la mémoire et de la double tâche qui est très important pour les seniors aussi. Et donc, tout ça, ça ramène à la réassurance, une confiance en soi, se rendre compte des capacités possibles ou non, puisque souvent, les personnes âgées, elles me regardent, elles font « Oh, ça, à mon avis, je ne vais pas y arriver, ce truc-là. » Et puis, finalement, elles y arrivent. Donc, là, elles sont bien contentes. Elles se disent bah, « Finalement, je ne pensais pas que j'allais y arriver, mais j'y arrive. » Et puis, faire en sorte de travailler sur les difficultés rencontrées. Eh bien, si vous voyez qu'une personne a des difficultés sur quelque chose, eh bien, vous allez travailler en étapes pour qu'à la fin, elle puisse réussir et se rendre compte de son évolution. Donc, les objectifs, ben, voilà, concernant, par exemple, ce style d'activité, on a la sphère psycho-affective, donc ça favorise la prise de risque contrôlée et sécurisée. Ça favorise la confiance en soi, ça amène une verbalisation des ressentis et de l'appréhension lors des déplacements. Souvent, les personnes âgées verbalisent très souvent lorsqu'on passe un obstacle ou lorsqu'il y a quelque chose qu'elles n'ont pas l'habitude de faire. Elles vont dire « Ouh là là, là, il faut que vous me teniez la main parce que j'ai peur. » Ou voilà, donc vraiment, c'est l'appréhension qu'on travaille. Et puis, promouvoir un éprouvé corporel positif, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont réalisé ce parcours, elles sont très contentes et elles sont satisfaites de ce qu'elles ont fait. Concernant la sphère motrice, on en a parlé, ça maintient et améliore l'équilibre statique et dynamique. Prendre conscience de l'axe corporel comme référent postural et dynamique, renforcer la dimension tonico-posturale. Tout ça, c'est tout ce qui est la posture, la position de la posture dans l'espace. Prévenir et limiter les risques de chute, très important chez la personne âgée. Augmenter le périmètre de marche dans les déplacements en intérieur et en extérieur. Renforcer les muscles des membres inférieurs. Assouplir l'ensemble de la structure ostéo-articulaire. Prendre conscience des appuis lors des postures et d'enchaînement dynamique, ça aussi c'est très important, ça fait travailler la sensibilité et la proprioception comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Concernant la sphère sociale, eh bien, lorsque vous le faites, par exemple, il y a des clubs seniors qui sont proposés aussi dans certaines communes. Et ces clubs seniors travaillent totalement ça, c'est-à-dire ils vont travailler le relevé du sol, le passage d'obstacles, se mettre au sol, ramper au sol, je ne sais pas, faire des squats, passer un obstacle en se pliant. Voilà, tout ça, c'est fait dans les clubs seniors et donc du coup, ça permet de rencontrer des personnes et puis ça permet de se dire, bah, tiens, finalement, je ne suis pas la seule dans cette difficulté. Je pensais être la seule, mais finalement, quand je vois les autres, on est tous dans le même, dans le même bateau. Et puis, concernant la sphère cognitive, stimuler les fonctions cognitives, la mémoire, l'orientation spatiale, c'est très aussi important. On a tendance à perdre un petit peu l'orientation. Stimuler les ressources attentionnelles et exécutives. Donc, tout simplement, si par exemple, j'enchaîne 3 consignes, et ben, ça permet à la personne de dire, tiens, elle m'a dit ça en premier, ensuite je vais faire ça, et puis la 3e, je vais finir par ça. Donc, ça permet quand même de stimuler la mémoire et puis l'exécutif des consignes. Favoriser la double tâche, ça c'est très important aussi. La double tâche, c'est par exemple, je vais demander, en même temps qu'une personne fait un exercice, je vais lui demander de compter de 2 en 2. Voilà. Imaginons, ça c'est une double tâche. D'autres fonctions, d'autres activités non médicamenteuses et qui peuvent s'apparenter un peu à de la kinésie, mais là, on est plus sur de l'activité loisir que vous pouvez faire hors contexte de chez vous. Donc, la marche, loisir extérieur, la balnéothérapie et le massage, ça, c'est très conseillé d'aller faire un petit peu de massage. On va dire 1 fois par mois, allez vous faire masser, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit. Et puis de faire un petit peu de balnéothérapie, ça fait du bien aussi, ça draine les liquides, ça fait un drainage véno-lymphatique. Et puis, ça fait du bien au corps, ça enlève les tensions. Et c'est plutôt bien comme prévention. C'est très bon dans la prévention. Nous avons aussi les activités de relaxation qui sont très importantes parce que ça permet un lâcher-prise psychologique. Et puis la relaxation, ça permet aussi de se recentrer sur soi-même. Souvent, on est dans une société qui est très condensée. On est pressé de tout. Les jeunes, nous, on est pressé de tout. Et donc, c'est bien de pouvoir se poser dans un endroit calme et puis de se recentrer sur soi, de savoir ce que l'on veut, ce qu'on aime.
Voilà, et de se dire, bah, tiens, je vais travailler un petit peu sur cette façon-là parce que je me trouve un petit peu excessive sur certains trucs, etc. De faire un peu le point. Nous avons la natation et l'aquagym. Alors souvent, moi, en tant que kiné, pour les personnes âgées, je conseille la natation, puisque la natation, c'est quelque chose que, bon, globalement, tout le monde sait nager, mais après, vous pouvez prendre des cours pour ceux qui ne savent pas nager, bien évidemment. Après, vous avez l'aquagym qui se fait dans les petits bassins, et donc là, vous avez pied, il n'y a pas de souci. Mais souvent, je conseille aux personnes âgées d'aller nager, tout simplement, hein, que ce soit de la brasse, que ce soit du crawl, peu importe, du dos. Le principal est de nager puisque ça vous permet de travailler le cardio-respiratoire, donc votre souffle, et ça permet également de renforcer l'ensemble de vos chaînes musculaires. C'est vraiment complet. Et puis, ça permet aussi de maintenir votre posture correctement parce que vous allez muscler tous les muscles fins du dos qui vous permettent de maintenir une posture correcte, c'est-à-dire droite, et puis sans forcément développer des déformations ou autres. Nous avons des activités énergétiques. Je ne sais pas si on en parle aujourd'hui, je ne crois pas. Énergétique, non, je ne crois pas. Mais tout ce qui est tai chi, qigong, ça, c'est super pour les personnes âgées. Ce sont des activités de mouvement, mais qui sont très lents et qui travaillent un peu la méditation aussi et la respiration. Donc, souvent en médecine chinoise, on dit que ceux qui ont une bonne alimentation et une bonne respiration, c'est ceux qui maintiennent leur énergie vitale dans de bonnes conditions et donc qui vieillissent dans de bonnes conditions. Donc, le tai chi et le qigong sont de très bonnes activités pour les personnes âgées. Ou pas, parce que moi, j'en pratique à côté et je ne suis pas forcément âgée, mais c'est super. Yoga, le pilate, hein, ça c'est connu, assez connu, et je pense que beaucoup d'entre vous sont intéressés par ces activités. La danse de salon, ça on est plus sur du loisir, voilà, ça fait du bien. Le tout est de faire une activité qui vous plaise. Alors, faut pas que ce soit une activité qui soit contraignant parce que la kiné elle a dit ou parce que le médecin il a dit qu'il fallait que je fasse du sport. Ouais, mais bon, moi j'aime pas marcher. Ouais, mais moi j'aime pas courir. J'aime pas la natation. Faites quelque chose qui vous plaît déjà et puis trouvez un loisir, même si c'est un loisir collectif, même si c'est de la danse de salon et que vous n'avez pas forcément de compagnons pour vous accompagner, on trouve toujours des solutions. Voilà, donc le moment, c'est le mouvement en vous faisant plaisir. Je voudrais aussi vous parler un petit peu du collectif Feldenkrais à Paris. Donc, en fait, c'est de la posturologie. Ce sont des micro-mouvements que vous faites. Globalement, c'est retrouver une mobilité de tout le corps. Ça va vous travailler les épaules, ça va vous travailler les cervicales, ça va vous travailler le bassin, les hanches, toutes les articulations du corps et vous allez les travailler en pleine conscience. C'est-à-dire qu'on va vous montrer des exercices que vous allez répéter plusieurs fois et puis vous allez vraiment prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Finalement, c'est comme si vous aviez une réinitialisation de tous les mouvements que vous apprenez quand vous êtes petit, instinctivement. Vous allez vous lever quand vous êtes petit, vous commencez par ramper, après à quatre pattes, ensuite vous passez à vous lever en station bipède et puis à marcher. Et tout ça, ce sont des mouvements que vous intégrez sans que vous en rendiez compte. Et ben cette méthode-là vous permet justement de vous recentrer sur ces micro-mouvements et de gagner en mobilité, de gagner en souplesse, de retrouver un étirement musculaire correct et donc du coup de travailler sur les douleurs des personnes qui ont des rachis lombaires qui sont très douloureux, ceux qui ont de l'arthrose, ceux qui ont des hanches un peu bloquées, le bassin bloqué, les cervicales. C'est une méthode qui est super top. Donc, je vous conseille d'aller regarder un petit peu. Alors, j'avais mis une petite vidéo en partage. Je ne sais plus comment on fait. Ça, voilà. Voilà, je ne sais pas, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois sur le... Ouais. Alors, je vais vous passer une petite vidéo. Je ne sais pas si vous entendez le son. Ça, je peux l'enlever. Je ne sais pas s'il y a le son.
Oui. Oui. Alors. Il y a qui là? Il y en a 4, c'est bon, viens. Ah non, non. Si, c'est bon. C'est bon. Ah ouais? Ouais. Ah tiens, t'as tout le monde qui se reconnecte. À tout le monde. Ouais. On est déjà. C'est bon? On va attendre un petit peu. Et ils m'entendent là? Oui, ils t'entendent. Ok, on a eu un petit souci de connexion. Désolée. Toujours un petit souci de connexion dans les webinaires. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou ils se sont dit c'est la kiné. Ça y est, on va couper. J'ai trop parlé, ils ont voulu couper la connexion. Ben oui, je pense. Hein. Désactiver le son, arrêter. Ouais, ils sont là. Non, c'était là. C'était là. Bah, par contre, je voudrais réouvrir mon fichier. Ah, mais non, là, j'ai pas mon fichier. Delphine? Voilà. Bah, ça va pas quitter. C'est ça. Non, c'est bon, là, c'est bon. Là, c'est bon. Est-ce que ton écran? Non? Mets-toi sur. Normalement, oui, ils ont l'écran, parce que là. Là, c'est bon. Voilà, bah c'est bon. Vas-y, tu peux remettre sur celle-là, je crois. Ouais. Non, l'autre là. Voilà. Ok. Donc, du coup, bon, ben, voilà, je vous avais présenté donc la vidéo Feldenkrais à Paris. Bon, ça a coupé. Je vous conseille d'aller regarder sur YouTube et de prendre cette orthographe. Hein, voilà. Et puis de vous renseigner un petit peu sur les collectifs qu'il y a sur Paris et puis en Auvergne aussi. Après, vous avez aussi la possibilité sur YouTube, sur YouTube, vous avez tout. Vous avez des exercices de mobilité, vous tapez exercices de mobilité sur YouTube et vous allez tomber sur plein de vidéos de mobilité où vous allez pouvoir récupérer de la souplesse et travailler justement sur votre corps, sur la prise de conscience de votre corps, de vos articulations, de vos douleurs aussi. Et donc, du coup, c'est super intéressant pour justement garder cette santé. Bon, voilà, il ne me restait pas grand-chose à vous dire. Donc, pour conclusion, pourquoi faut-il bouger? Eh ben, le mouvement stimule tous les systèmes de notre corps. Quand on ne bouge pas assez à cause d'une vie sédentaire, cela amène premièrement au raccourcissement musculaire. C'est un manque d'élasticité et des tensions qui se mettent et à l'affaiblissement osseux. Donc, l'os a besoin d'une certaine pression régulière pour maintenir sa structure. Sinon, ça devient de l'arthrose. Et puis, cela affecte l'état d'esprit et le bien-être général des personnes. La sédentarité renforce également le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité, d'hypertension artérielle, d'ostéoporose, de troubles lipidiques et de dépression et d'anxiété. Finalement, la vie, c'est le mouvement. Donc, je vous conseille vraiment de vous mettre en mouvement, de garder le mouvement en tête et de vous dire, ben voilà, même si j'ai un petit peu mal par-ci, un petit peu mal par-là, travaillons un peu la mobilité, allons marcher, allons faire un peu de natation, ce que vous aimez en fait, finalement, une activité qui vous plaît. Et puis, vous allez retrouver justement de la mobilité et vous allez voir que les douleurs vont s'estomper. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher auprès de votre kiné ou des kinés de votre ville pour avoir des conseils et puis peut-être pour participer à des séances de kiné si vous en avez besoin. Et puis à côté, profitez bien des loisirs que la ville peut vous offrir.
Et puis voilà, donc voilà, je vais vous laisser. Merci pour votre écoute. On est désolé de la coupure qui s'est passée. Je ne sais pas, j'en sais rien. Donc du coup, je vais vous laisser avec, pour la prochaine, ce sera Delphine Arnico, praticienne tram, pour la présentation de la tram. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Alors, bonjour à tous. Je me présente, je suis Delphine Arnico, praticienne de tram. J'exerce sur la commune de Montgeron et de Paris en cabinet, et puis j'interviens s'il le faut aussi, s'il y a nécessité, auprès du domicile de la personne, et j'ai pu aussi pratiquer au sein d'un EHPAD. Donc, je vais vous présenter ma pratique, la tram, puisqu'elle est peu connue, même si elle est ancienne, puisqu'elle a 40 ans d'expérimentation. Donc, je vais commencer par son histoire. Donc, dans les années 1980, le concepteur, qui est Patrick Berestenas, qui est scientifique et alchimiste, met en évidence que la forme et la cohérence de notre corps, qui est donc composé de milliards de cellules, sont permises par une information. Et il observe également que cette information circule de façon ondulatoire grâce à une résille, une trame tridimensionnelle. Et il observe aussi que la circulation de cette information, elle peut se trouver perturbée et ainsi entraîner la désorganisation, le dysfonctionnement du corps et des systèmes qui le composent. Et on observe aussi également que la notion d'émotion est souvent une cause de déviation et d'obstacle à la circulation de cette information. Donc, Patrick Berestenas, en 1990, après plusieurs essais, conçoit la pratique qu'il nomme donc la trame, en référence à cette résille sur laquelle circule cette information. Donc, nous traversons tous dans nos vies des étapes difficiles qui nous mettent dans des états émotionnels particuliers. Et ces derniers peuvent donc nous désorienter et réduire notre capacité à prendre des décisions fonctionnelles. Donc la trame donc va permettre de dégager ce trop-plein émotionnel. La peur, la colère, la tristesse, la souffrance, de toutes ces étapes de nos vies qui peuvent à un moment nous déséquilibrer. La séance va ensuite permettre de rééquilibrer la trame et d'améliorer la circulation de l'information. Il faut savoir aussi que durant la séance, donc la personne va exprimer son contexte, son attente, mais au-delà de ça, elle n'a ni nécessité ni obligation de s'exprimer par des mots. Donc, ce qui est intéressant pour des personnes âgées qui peuvent présenter des troubles de la parole ou des personnes, puisque la trame finalement s'adresse à tous, et que par exemple dans le cas comme j'ai eu, d'une femme qui a été victime de violences conjugales, ne va pas être dans la possibilité de s'exprimer. Donc c'est ce que permet la séance de trame, en fait, d'être efficace sans avoir besoin d'exprimer quoi que ce soit par la parole.
Donc, la trame est tout à fait compatible et complémentaire à un protocole qui a pu être mis en place par une équipe médicale, puisque, comme je vous le disais, j'ai pu pratiquer aussi au sein d'un EHPAD, et que c'est tout à fait intéressant aussi pour les résidents de pouvoir ressentir aussi simplement le toucher et la chaleur des mains, puisque quand je pratique, je pose les mains sur le corps de la personne. Donc la séance de trame, en fait, opère sur la globalité de la personne, c'est-à-dire qu'elle va agir sur le plan émotionnel, énergétique, psychologique, physique, nerveux, cognitif, c'est-à-dire l'ensemble de la structure. Et au terme de la séance, le sujet pourra déjà ressentir une forme d'apaisement, une détente musculaire, un regain de dynamisme et une clarification mentale. Donc, il est recommandé une régularité des séances, tout de même de trame, et c'est la constance des séances qui permettra, à plus long terme, en fait, une régulation émotionnelle, une stimulation et optimisation des fonctions. Et bien sûr, le nombre de séances dépendra de la charge émotionnelle, mais il est recommandé au départ de commencer par 4 à 5 séances. Chaque séance sera d'ailleurs espacée de 3 à 4 semaines, sauf dans des cas particuliers comme en soins palliatifs où, bien sûr, la fréquence des séances s'adaptera à la situation de la personne, ou dans le cas d'un accompagnement d'une personne en traitement pour un cancer. Dans ce contexte-là, on pourra préconiser une séance par semaine, ou encore on adaptera en fonction d'une séance, comme je l'ai eu récemment, d'une personne qui a subi une réduction de l'estomac. Donc, on recommandera une séance en amont de l'opération, et pour participer à une meilleure récupération et d'élimination des produits médicamenteux, on préconise dans ces cas-là une séance par semaine. Donc, vous l'aurez compris, la trame s'adresse à tous, de la femme enceinte jusqu'à nos aînés. Même nos animaux peuvent bénéficier de séances de trame. Comment se déroule, une séance de trame? Donc la séance de trame est individuelle, elle dure environ 1 heure et elle consiste en une séquence de 16 gestes sur le corps habillé de la personne. Donc la personne se trouve allongée sur, si c'est en cabinet, une table de massage, ou si c'est en EHPAD ou à domicile, voilà, ça peut être aussi sur la table de massage ou sur son lit. On s'adaptera en fonction de sa mobilité, ou même rester sur son fauteuil roulant si c'est nécessaire. Oui, je voulais aussi vous dire que vous parlez de la formation du praticien de trame. Le praticien diplômé a suivi une formation sur 18 mois. Donc, c'est plusieurs stages espacés de 6 mois, mais étalés sur 18 mois. Il soumet un écrit à son formateur, et ensuite il est certifié auprès d'un jury. Donc, j'aime à dire que la trame, finalement, c'est la vie. Je peux vous la présenter comme je l'ai faite là, de façon orale ou intellectuelle, mais la trame, c'est la vie, reste à l'expérimenter et la vivre dans son quotidien. Voilà, donc vous trouverez mes coordonnées, je pense qu'elles seront diffusées par la suite. Je vais laisser la parole à Delphine Galisson. Merci à tous, à bientôt. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Delphine Galisson
et je suis gérontopraticienne. Alors, gérontopraticienne, c'est quoi en fait? Je suis une professionnelle en soins de confort et de bien-être pour les seniors. Seniors sans dépendance, seniors fragilisés par l'âge, la maladie, l'handicap, l'isolement. Et j'interviens également auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ou maladie apparentée, des personnes également en fin de vie. Et j'interviens également pour les aidants naturels dans le cadre d'unités aidants. Je propose donc une approche par le toucher sensoriel pour accompagner la personne âgée dans son processus de vieillissement et les difficultés qui y sont liées, l'anxiété, les problèmes de sommeil, les tensions, l'état douloureux, le renfermement sur elle-même. Avant de parler plus en détail de mon activité, je voudrais quand même rappeler l'importance du toucher et du besoin d'être touché. Et ce, d'autant plus dans la période actuelle où le Covid nous a fait perdre un peu le sens du toucher. C'est pas un peu, c'est même beaucoup, ce sens du toucher. Les gestes barrières, les mesures sanitaires ont vraiment mis à mal ce sens vital. Le toucher fait partie de notre vie quotidienne. Nous sommes tous des aides de contact. Le toucher, c'est le premier sens qui apparaît chez l'empéyon et c'est le dernier sens à disparaître avec la personne en fin de vie. Le toucher, il est à rapprocher de la peau, qui est l'organe le plus important du corps humain, du moins par son étendue. Le toucher, il est essentiel à notre développement. Sans contact, un bébé dépérit. Le toucher va également permettre à l'enfant d'acquérir une base de sécurité interne pour lui permettre de développer son identité. Mais ces contacts sont aussi essentiels tout le long de notre vie. En tant qu'adulte, le toucher est une source de réconfort, d'épanouissement. Il constitue vraiment une nourriture essentielle à notre bien-être. On l'a tous expérimenté, je pense, dans notre existence, qui n'a pas eu besoin d'être pris dans les bras pour être réconforté. Quand vous vous cognez, qu'est-ce que vous faites? Souvent, on vient se frotter. Voilà, c'est instinctif. Le toucher, c'est vraiment l'un des meilleurs moyens que nous avons à notre disposition pour se détendre, se relaxer et relâcher toutes nos tensions. Le toucher, il va avoir une action au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'esprit. Avec l'âge, le toucher, c'est bien souvent et de loin la stimulation sensorielle la moins sollicitée. Plus on avance de l'âge, moins on est touché. Et ce besoin, pourtant, est tout aussi fondamental. Les seniors et les grands seniors, sont bien souvent privés de cette nourriture essentielle. Et ils l'ont été d'autant plus avec le Covid et avec les différents confinements que nous avons connus. Les soins de confort et de bien-être que je dispense dépassent la notion de massage pour personnes âgées. Il s'agit vraiment d'un toucher spécifique, doux, bienveillant, sécurisant, contenant. Les corps ainsi que les besoins d'un septuagénaire ou d'un octogénaire ne sont pas les mêmes que ceux d'un trentenaire. Et je m'adapte en fait en permanence à la personne, à son état de santé, mais aussi à son environnement. J'interviens auprès de personnes qui sont en fauteuil roulant, fauteuil coquille. J'interviens auprès de personnes qui sont en ligne médicalisée. Je vais utiliser vraiment différentes techniques en fonction de la personne. Si c'est une personne sans dépendance, si c'est une personne ayant des plaies, si c'est une personne douloureuse, si c'est une personne en position qui est dite vicieuse, qui sont souvent des personnes qui sont recroquevillées, et des personnes en fin de vie. J'ai vraiment, je m'adapte en permanence. Le principe du toucher, c'est simple. Quand on entre en relation avec une personne par le toucher, on va venir stimuler les récepteurs nerveux qui se situent dans la peau, dans les muscles, ce qui va générer l'envoi d'une information au cerveau qui va la traiter et engendrer en fait la sécrétion d'hormones qui sont à l'origine des sensations de plaisir, de bien-être, dont l'ocytocine.
Et de plus, durant ces séances, le cerveau est monopolisé par des sensations physiques, ce qui va autoriser aussi le lâcher-prise. On lâche le mental. C'est vraiment une approche qui est naturelle, hein, humaine, qui n'a vraiment rien de magique. Donc, la spécificité de mon activité, c'est de m'adapter à la personne en permanence. Et 2, cette approche dépasse la notion de massage, car ce n'est pas simplement, comment dire, l'enchaînement de gestes orchestrés, mais c'est aussi un toucher que j'aime à dire relationnel. Voilà, il y a une présence, une intention, une attention. Je suis là pour vous, avec vous, pour vous apporter réconfort, écoute et valorisation de vous-même. Voilà, c'est vraiment une relation de confiance, un échange, un partage qui se noue au cours de ces séances. Les bienfaits, favoriser la détente, le repos, améliorer la qualité du sommeil, apaiser le mental, soulager et détendre les personnes douloureuses, apaiser, contenir les malades d'Alzheimer, maintenir le lien social avec les personnes qui sont isolées. Au niveau physique, ça va être détendre les muscles, atténuer les raideurs. Bien souvent, on a beaucoup de raideurs au niveau de la nuque. Voilà, souvent, les personnes après me disent « je peux tourner la tête ». Voilà. Et c'est aussi améliorer la circulation sanguine, la fatigue, entre autres. Comment se déroule une séance? Voilà, c'est vraiment différent à chaque fois. Ces soins de confort et de bien-être sont pratiqués sur table ou en fauteuil, avec vêtements, ou à même la peau, avec huile ou sans huile. C'est vraiment en fonction de la personne, comme je vous l'ai dit, de son état de santé. Sur des personnes fragilisées, je vais venir toucher les mains, les bras, les épaules, la nuque, le crâne, le visage. Moi, avec cette période de Covid où je ne touche plus au visage, les demi-jambes, les pieds. Les pieds, c'est aussi très important pour des personnes fragilisées qui marchent peu, plus du tout. Voilà, je commence chaque séance par une prise de contact en dessinant tout le schéma corporel. Le schéma corporel, c'est la représentation que nous faisons de notre propre corps en statique ou en dynamique. C'est sa position dans l'espace, les mouvements, les différentes relations entre les membres. Et ce schéma corporel, souvent, se dégrade avec l'âge et la maladie. Donc, le fait de redessiner le schéma corporel en début de séance, ça va permettre à la personne de reprendre contact avec son corps, de retrouver des sensations corporelles perdues, et puis ça va permettre de poser également la relation. Une séance dure 1 heure pour un senior sans dépendance ou 30 minutes pour des seniors qui sont plus fragilisés. J'interviens en EHPAD, j'interviens en résidence autonome, j'interviens à domicile. Et donc, le but vraiment premier de ces séances, ça va être de vous apporter une profonde détente avant tout, un apaisement, une sensation de bien-être. Donc, comme vous l'avez compris, il s'agit de séances individuelles. J'aime à dire que dans le mot vieillesse, il y a le mot avant tout vie. Et par cette approche, je viens stimuler, solliciter le plaisir de vivre de chacun et essayer de rendre la vie un peu plus douce. Voilà. Et c'est pour moi un immense plaisir que de voir durant la séance le corps se détendre, le rythme respiratoire souvent se faire plus lent, entendre des soupirs, et puis souvent à la fin, un sourire qui se dessine sur le visage. Et ça, c'est énorme pour moi. Voilà, donc j'interviens, je ne sais pas si je voulais dire, donc en EHPAD, en résidence autonome ou à domicile. J'interviens également dans le cadre du Nid des aidants de l'Essonne pour les aidants. Si vous souhaitez me joindre pour plus d'informations, je vous laisse mon numéro de téléphone, c'est le 06 77 01 12 73. 06 77 01 12 73. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et peut-être à bientôt. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur
Donc, Jean-Vincent, alors, pardon, Jean-Vincent, Jean-Vincent, coach bien-être. Merci, au revoir. Rebonjour, messieurs, dames. Désolé pour la petite panne que nous avons eue tout à l'heure, la petite panne coupure Internet. On espère que quelques personnes sont quand même restées. Je vois qu'il y en a encore 13 qui sont là, donc c'est très bien. Merci pour votre patience. Je vais vous parler de la méditation. C'est quelque chose qui est un petit peu à la mode, hein, certes, mais on s'est aperçu qu'avec l'allongement de la vie, on va se questionner sur les rapports qu'on a avec la santé. Et on s'aperçoit que les médecines douces vont compléter la médecine traditionnelle et elles vont être de plus en plus publicitées. Parmi ces médecines douces, il y a donc la méditation qui va nous apporter un impact positif sur notre santé, qu'elle soit psychique ou physique. Et ça va aussi travailler sur peut-être le processus de vieillissement. La méditation, elle existe quand même depuis plus de 2600 ans. J'ai bien étudié les fiches. Et c'est ce qu'on appelle la pleine conscience qui est décrit par les bouddhistes comme une voie directe pour dissiper les souffrances et les insatisfactions. C'est dans les années 60 qu'un docteur en biologie, alors il s'appelle John Kabat-Zinn, va rencontrer un maître coréen qui s'appelle Sun Chan, et il va être convaincu par ce maître coréen que ces pratiques va donner des solutions sur le mal-être de certaines personnes. Il va beaucoup travailler dessus, il va y supprimer l'aspect religieux parce que c'était sur des bases de bouddhisme ou d'hindouisme, et il va créer le MBSR, qui en anglais est le Mindfulness Based Stress Reduction, qui veut dire la réduction du stress basé sur la pleine conscience. C'est une technique qui va s'avérer efficace et il va réussir à rendre espoir et même à donner de la vie et de l'espérance à des hommes et des femmes qui étaient atteints de maladies chroniques, de douleurs, des maladies cardiovasculaires, de sida, de cancer. Alors ça ne guérit pas, mais ça apaise l'esprit et ça permet aussi de mieux appréhender les souffrances de la maladie. Il y a quand même 60% des visites chez le médecin qui sont liées au stress, et la méditation est souvent prescrite contre les phobies, l'insomnie, les maux de tête, les maux de dos, plus généralement ce qu'on peut appeler le mal de vivre. Les gens qui font de la méditation s'aperçoivent, une fois qu'ils ont passé le moment de l'apprentissage, parce que c'est toujours très compliqué de se dire un jour je vais méditer, je vais m'asseoir dans un coin et je vais essayer de ne penser à rien ou de me baser que sur ma respiration ou de faire des mantras comme les Hum que l'on voit des fois quand on regarde des vidéos sur Internet. On peut simplement se créer nos propres mantras quand on est assis et qu'on médite. On peut méditer pendant 10 minutes. On peut simplement se faire des phrases tout prêtes comme je pense, donc je suis, comme le disait Descartes, mais je suis surtout ce que je pense. On peut se donner des affirmations, on peut simplement se baser sur notre propre respiration, compter simplement le nombre, les secondes lorsqu'on inspire et les secondes lorsqu'on expire, et ça va permettre de se concentrer sur cette respiration et ne pas oublier un instant nos problèmes. Il y a plusieurs sortes de méditation, hein. Il y en a 7 ou 8. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais il y a la Vipassana, qui est la méditation d'intériorisation, qui va être centrée sur la respiration nasale. Mais il y a des respirations, des méditations qui vont être basées aussi sur la respiration et le mouvement que l'on va faire avec notre ventre lorsqu'on va le gonfler, le dégonfler. Il y a des méditations qui vont être originaires du bouddhisme tibétain, où on va être compatissant envers les autres et du coup envers soi-même. Il y a des méditations qui vont nous remettre en place et
en mouvement nos chakras, nos 7 chakras qui vont se remettre. Mais voilà, ça, je vous laisse aller sur Internet pour voir toutes ces sortes de méditations. Lorsqu'on pratique la méditation sur les personnes âgées ou même sur les aidants, et moi, ça m'arrive de travailler beaucoup avec des aidants, je vais prendre plusieurs techniques de ces méditations et je vais surtout les adapter selon la présentation que je vais avoir de la personne. Je fais de temps en temps des ateliers de méditation avec des personnes en groupe. Alors en groupe, c'est pas toujours évident parce que les personnes, sachant qu'elles sont en groupe, vont être un petit peu dérangées par la respiration de l'autre, vont peut-être être gênées en se disant, tiens, moi j'ai les yeux fermés, mais il y en a peut-être un qui me regarde et du coup je vais pas me concentrer. Voilà, donc je me suis aperçu que lorsqu'on le fait juste avec une personne et la personne qui vous aide à faire cette méditation, il va d'abord avoir un dialogue, ce qui va être très important. On va se présenter, on va parler de nos problèmes, on va s'exprimer. Déjà, le fait de s'exprimer, de parler de ses problèmes que l'on rencontre avec notre aidé, par exemple, ou les problèmes par rapport à nos douleurs ou à nos bleus qu'on peut avoir dans l'âme. Déjà, même avant la séance de méditation, on va se sentir déjà relaxé. Et ensuite, la séance de méditation, je vais l'adapter et je vais demander à la personne de se laisser guider parce que je vais lui raconter. Alors, on va généralement, hein, une séance de méditation va commencer par une concentration sur la respiration. La respiration va aider à faire ralentir le battement du cœur, donc va déjà détendre la personne. Petit à petit, en écoutant ce que je vais lui raconter, je vais essayer de proposer à la personne un petit voyage qui va lui permettre de se concentrer sur les images qu'elle va recevoir lorsque je vais lui raconter cette petite histoire. Et la personne va petit à petit se détendre et oublier un petit peu ses problèmes, ses soucis. Toutes ces séances de méditation peuvent durer entre 10 minutes, un quart d'heure. On peut très bien faire de la méditation tout seul à la maison. Au début, c'est bien d'être aidé. On peut être aidé par des vidéos sur YouTube, par des logiciels ou des applications comme Petit Bambou, maintenant, qui est très à la mode. Je l'ai fait hein, quand j'ai appris à méditer moi-même. Ce que je déplore avec ces applications et ces vidéos, c'est que au moment où on est en difficulté, on ne peut pas poser de questions à la personne qui est dans la vidéo ou qui est dans le logiciel, et c'est bien d'avoir un interlocuteur avec soi. Pour les personnes qui souhaitent méditer, il suffit des fois de vous enfermer 5-10 minutes dans votre chambre, dire à votre famille, écoutez, là, je prends du temps pour moi parce que j'en prends beaucoup pour vous, et là, laissez-moi 5-10 minutes juste pour moi. Je vais m'enfermer, vous ne me dérangez pas, je vais couper mon téléphone et je vais mettre de la musique et je vais essayer de me concentrer sur ma respiration. Voilà, donc ça peut être fait seul. Moi, je propose des fois aux gens de commencer avec quelqu'un, avec un coach, et ensuite de faire des séances à la maison tout seul, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Lorsque vous allez vous lancer dans les exercices en solo, c'est vrai que vous allez des fois vous dire mais qu'est-ce que je fais là, ça sert à rien, j'ai l'air ridicule, j'arrive pas à me concentrer, j'entends le chien du voisin qui aboie, j'entends mon chat qui vient se frotter à mes jambes, j'ai mes soucis qui me reviennent. Ben non, allez, laissons passer ces soucis, laissons-les se balayer comme des nuages qui vont passer, et reconcentrons-nous sur notre respiration, sur les mantras qu'on va se donner. On peut se fredonner une chanson et la répéter en boucle et revenir dessus pour essayer de ne pas penser à nos petits soucis, à nos petits problèmes. Voilà. Et de toute façon, que l'on soit seul ou qu'on soit accompagné, je pense que la méditation permet surtout de prendre du temps pour soi-même. Et dans la vie qu'on mène tous les jours, surtout quand on aide des gens ou surtout quand on est même aidé, hein, mais dans la vie qu'on mène tous les jours, on s'aperçoit qu'on ne prend pas de temps pour soi. La seule façon ou la seule fois qu'on s'intéresse à soi, c'est quand on se lève le matin, quand on se regarde dans le miroir et quand on se dit « ouais, j'ai une sale gueule ce matin, mais il faut que je passe là-dessus parce qu'il faut vite aller travailler, il faut vite aller à mes occupations ».
Et voilà, et c'est le seul moment où on se regarde en face et c'est le seul moment où on a l'image de soi. Je pense que on devrait peut-être des fois se poser un petit peu plus, se dire que de toute façon, la seule personne qui peut nous guider et nous aimer, ben, c'est nous. Et si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Donc voilà, pensons à nous, soyons égoïstes un petit peu, même si ce n'est pas un quart d'heure par jour, mais même un quart d'heure par semaine, ça peut aider. Et disons-nous que lorsqu'on est aidant, surtout, c'est vrai qu'on parle beaucoup des seniors, mais je vais parler plus des aidants. Lorsqu'on est aidant et qu'on a une personne atteinte d'une maladie cognitive, euh, on lui, on a un effet de miroir avec elle. Et si on est fatigué, et si on est épuisé, et si on lui montre cette image de nous fatigué, épuisé, elle va le ressentir et du coup, elle ne va pas être bien. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie de demander à Delphine ou à la PFR des renseignements par rapport à ce que je pratique. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vais laisser la parole à Samantha. J'espère que je n'ai pas été trop bref dans mes explications. Je suis prêt à vous expliquer tout ça plus longuement si vous avez besoin. Je vais laisser la parole à Samantha, qui est coordinatrice du CLIC et qui va vous parler de la santé à tout âge. Voilà, merci à tous. Et juste, n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires ou vos petites questions sur le fil de discussion. Merci. Bonjour, donc je suis Samantha Yass, la responsable du CLIC Essonne Nord-Est, portée par l'association Népal. Donc je viens un peu en conclusion des interventions de mes collègues. Je voulais vous dire un petit mot sur notre service, vous présenter un petit peu nos missions, puisque notre service est dédié à l'accompagnement des personnes de plus de 60 ans, à leur entourage, aux professionnels de la gérontologie, pour toutes les questions liées à la perte d'autonomie, aux problématiques de l'avancée en l'âge. On intervient sur le secteur du Val-d'Isère, Val-de-Seine et la commune de Varennes-Jarcy. Et on a également une équipe d'évaluateurs qui peut réaliser des visites à domicile pour échanger avec les personnes sur le quotidien, mettre en place des aides aux besoins ou simplement des conseils. On a également une mission de prévention et on organise des actions de prévention sur différents thèmes où on participe, comme aujourd'hui, à des sessions d'information. Donc, comme aujourd'hui, sur prendre la main sur sa santé, parce que comme vous avez pu le voir, on constate que faire attention à sa santé, c'est essentiel pour préserver son autonomie et qu'un suivi médical approprié permet aussi de prévenir l'apparition de maladies ou de favoriser le dépistage à un stade précoce. Donc, sur la mise en place des actions collectives, on a on a mis en place cette année plusieurs ateliers en lien avec ces thèmes, comme par exemple des ateliers d'activité physique adaptée sur différentes communes, des ateliers de sonothérapie, de sophrologie, qui sont des techniques, des méthodes douces. Et on constate que toutes ces activités qu'on propose, qui sont liées au bien-être, à la détente, ont un réel succès et ont aussi un impact sur la santé. Donc, on vous invite à consulter régulièrement le journal de la commune pour pouvoir vous inscrire à ces actions ou à nous contacter voilà, si vous voulez plus de renseignements au 01 69 63 29 70. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je redonne peut-être la main à mon collègue Jean-Vincent. Merci. Bonjour, je viens. Pas bonjour, non, pas bonjour d'ailleurs. Voilà, donc j'ai la lourde tâche de conclure. Je vais conclure cette séance. Alors, on est vraiment désolé, je vous le redis, pour la petite coupure qu'on a eue. Ça nous a même perturbé parce que c'est vrai qu'on a souvent, des fois, dans la manière dont on est intervenu, un petit peu bafouillé, mais on s'est aperçu que
que c'est pas facile quand on a des problèmes de connexion. Moi, j'espère juste que de votre côté, vous avez pu nous entendre, que vous avez pu nous visionner. Si vous avez des questions, alors je ne vois pas de questions dans le fil de discussion, donc n'hésitez pas, on a encore 3-4 minutes devant nous. Après, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur le contact.sodia@elenasanté.com et nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous avez été intéressé par un des intervenants et par ce qu'il propose, n'hésitez pas à poser des questions, à demander ses coordonnées. Voilà, donc j'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec nous, que tout le monde ne s'est pas endormi derrière son écran et que nous vous retrouverons pour notre prochain webinaire. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Donc voilà, alors j'ai trouvé le webinaire très intéressant, merci beaucoup à vous. Je me demandais s'il serait possible, je ne vois pas la suite, attendez, je vais essayer de retrouver votre question. Quelqu'un peut me lire la question de… Ah voilà, alors, je me demandais s'il était possible d'obtenir une attestation pour les étudiants. Vous nous envoyez un mail sur contact.sodia@elenasanté.com et Delphine, qui s'occupe de la PFR, va se faire un plaisir de vous envoyer une attestation avec le logo de la résidence. Il n'y a aucun problème. Merci. N'hésitez pas même à l'appeler. Dans ce cas-là, vous pouvez appeler à la résidence à Sodia. Voilà, donc merci pour ce webinaire. Merci à tous les intervenants. D'accord, merci beaucoup. Merci Flavie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Voilà, donc si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas d'idées, que dans la soirée, il y a des idées qui vous viennent pour poser des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou à nous téléphoner au 01 69 83 53 53. Nous ferons… De toute façon, c'est écrit voilà, sur le flyer du webinaire. Hein, vous voyez, il est là. Voilà. Donc, merci. Ben merci pour vos… J'ai l'impression d'être sur TikTok. Voilà, donc merci à tous. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu, hein, comme on fait. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.